C'est à 4h45 du matin, le 1er septembre 1939, que le vieux croiseur allemand Schleswig-Holstein tire les premiers obus du second conflit mondial sur le port polonais de la Westerplatte. Nous sommes à présent le 10 mai de l'année 1940 et la fulgurante attaque allemande à l'ouest débute, avec les résultats que l'on sait. Entre les deux extrémités de cette chaîne temporelle se déroula ce que l'historiographie appelle la drôle de guerre, c'est-à-dire un temps relativement long si on se place à l'échelle d'un conflit. 7 mois d'une attente presque sans combat, d'une attente résignée mais sans enthousiasme, d'une attente d'une offensive à laquelle le temps aidant, on commença à ne plus trop croire. Il s'agira donc de voir ce que signifia la drôle de guerre pour la France, ce qu'elle y fit et ce qu'elle n'y fit pas, tant au front qu'à l'arrière, mais également de poser un regard sur ses voisins de manière à établir quelles furent leurs drôles de guerre. Commençons par l'armée de terre. Quand les fusils de la Seconde Guerre mondiale se mettent à aboyer, l'armée française est toujours considérée comme l'une des plus puissantes du monde, sinon la première. Il faut dire qu'elle est encore toute auréolée de la ténacité et du courage dont elle a fait preuve lors du précédent conflit. En dépit de sa dénatalité qui est amorcée depuis le XIXe siècle, le pays parvient à mobiliser environ 2,6 millions d'hommes, c'est-à-dire presque autant que l'Allemagne. Toutefois, l'Allemagne a beaucoup plus de réserves que la France, ça il faut bien le noter aussi. De plus, les soldats de la Troisième République sont globalement plus âgés que leurs homologues allemands, mais ils comptent également plus de troupes de métier dans leur rang, la fameuse Légion étrangère par exemple. Ce sont des troupes qui sont bien équipées, bien armées et surtout bien entraînées. L'équipement général, lui, est relativement bon, voire meilleur que celui de l'adversaire. L'artillerie est par exemple montée sur pneumatique, ce qui est assez rare à l'époque et il faut le souligner. Il manque toutefois de l'artillerie anti-char et anti-aérienne. Par contre, les chars sont en nombre, bien blindés et bien armés. Quant à l'armement individuel et collectif des soldats, il tient assez bien la comparaison avec celui de l'adversaire. Bref, sur le papier, on pourrait penser une égalité dans le rapport de force, voire une supériorité des Français, qui de plus sont soutenus par une dizaine de divisions britanniques et des Polonais qui ont quitté leur pays par des voies détournées et renforcent les armées françaises. En fait, s'il ne faut pas exagérer la puissance de l'armée allemande, il faut bien reconnaître qu'elle ne souffrait pas de certaines tares. C'est ce qu'a très bien résumé l'historien résistant Marc Bloch en 2 phrases dans L'étrange défaite, son célèbre ouvrage sur la défaite de 1940. Les Allemands croyaient à l'action et à l'imprévu, nous avions donné notre foi à l'immobilité et au déjà fait. Deuxième phrase, nos chefs, au milieu de beaucoup de contradictions, ont prétendu avant tout renouveler en 1940 la guerre de 1914-1918. Les Allemands faisaient celle de 1940. En effet, le commandement français, que le même Marc Bloch qualifie de commandement de vieillard, parce que l'écrasante majorité a commencé sa carrière lors du premier conflit mondial, donc ce commandement est encore obnubilé par 14-18. D'ailleurs, l'armée de 39-40 diffère assez peu de la Grande Guerre, notamment de manière visuelle. La tenue est très semblable, il y a juste la couleur qui change, on n'est plus au bleu horizon, on est au moutarde. Les peu pratiques bandes moltières existent toujours, certes, ils ne sont pas les seuls. Par exemple, les Italiens, les Russes et encore les Japonais ont des bandes moltières, mais tout de même. Et le pire, c'est que la doctrine n'a pas bougé d'un iota. En fait, le credo vénéré par les gens qui dirigent l'armée française, comme les généraux Gamelin, Georges, Végan ou même Pétain. Alors Pétain ne commande plus, mais il garde un poids moral tel qu'il a pesé vraiment de manière importante dans toutes les décisions de l'entre-deux-guerres. Et bien tout ce credo, toute cette vague de chefs sont complètement obsolètes. Or, nous parlons de gens qui président aux destinées des forces armées. Sous leur férule, ces dernières sont pleines de lourdeur, elles n'ont pas pris en compte le retour du mouvement, qui est amené par les gens blindés regroupés en grandes unités. Ce sont les fameuses Panzerdivisionen dont l'armée allemande dispose. Si elle a des blindés qui sont moins bons et moins nombreux que les Français, elle les utilise de manière plus efficace et plus moderne. Les engins français de la drôle de guerre, eux, sont dispersés entre la cavalerie. Et d'ailleurs, la cavalerie résiste à la motorisation. C'est ce qu'a très bien écrit Maurice Druon dans la dernière brigade, où il dit que les plus mauvais à Saumur sont affectés à la cavalerie, mais à la cavalerie motorisée et pas aux chevaux, ce qui dénote un certain état d'esprit tout de même. Donc ils sont partagés entre la cavalerie et l'infanterie, qu'ils accompagnent comme 20 ans auparavant. On se croirait encore en 1917-1918. Il faut quand même savoir que la formation d'unités blindées existe, mais elle est lente et parcellaire durant la période qui nous intéresse. Et leur nom même est porteur de sens. Les unités blindées françaises sont les DCR, c'est-à-dire les divisions cuirassées de réserve. Le de réserve est vraiment très important et il montre bien l'emploi qu'on en faisait. Enfin, la France tourne le dos à l'offensive et s'enterre derrière la fameuse ligne Maginot, du nom du ministre qui avait décidé qu'on la fasse. Elle court du nord de Strasbourg au sud de Luxembourg, pour les fameuses raisons que l'on sait, remplacer les poitrines par du béton, etc., etc. Théoriquement, elle ne devait être qu'une protection, le temps d'achever la mobilisation, mais en fait, avec le temps, elle est devenue une fin en soi et non plus un moyen pour parvenir à autre chose.
Plus grave, elle immobilise même de nombreuses et fortes troupes. Ce sont les divisions de forteresse. Alors on peut voir un uniforme des divisions de forteresse aux invalides, ils ont un très beau béret avec un bel insigne des divisions de forteresse. Mais voilà, c'est un paradoxe. Parce que les meilleures unités sont immobilisées dans cette ligne, elles sont statiques, elles ne servent donc à rien. Puisque les Allemands n'ont jamais attaqué la ligne Maginot de manière frontale. Enfin, un petit peu, mais pas de manière très importante. D'ailleurs, la ligne Maginot n'a même pas été achevée pour des raisons politiques vis-à-vis de la Belgique. Puisque continuer la ligne Maginot jusqu'à la Manche, ça aurait été dire à la Belgique, bon ben, on vous abandonne. Je résume évidemment. Et d'ailleurs à cause du plan français qui envisageait justement de se battre sur le territoire belge, mais ça nous y reviendrons. L'armée de terre de la drôle de guerre est donc un outil en apparence très puissant, mais qui en fait diluait et gâchait ses chances. N'envoyait-on pas les soldats faire les vendanges à l'automne 1939? En effet, après la chute de la Pologne, les buts de guerre sont devenus flous pour beaucoup, et ne furent pas vraiment bien expliqués aux soldats que l'on renvoya inactifs à l'arrière, ou qu'on laissa dans un vide disciplinaire au front. Les Britanniques d'ailleurs ont été très frappés par ces soldats mal rasés, débraillés, du fait d'un certain laxisme. Voilà pour cette fois, la prochaine fois nous reviendrons sur l'armée de l'air ou la marine, je n'ai pas encore décidé. Merci à vous.